Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous recevoir pour ce type d'événement. Et le plaisir est d'autant plus important qu'en général, les nouvelles que l'on souhaite délivrer, que nous allons délivrer ce soir, sont plutôt positives. Voilà. Alors, quand on est ici, on a vous ne le voyez pas, on a la lumière donc dans les yeux. Et manifestement, j'ai oublié de prendre mes lunettes de soleil. J'avais oublié que c'était tendance. Voilà. Mais on va faire sans lunettes de soleil. Donc nous sommes là pour évoquer, pour vous informer des résultats de 2015, de 2025, pardon. J'ai perdu 10 ans en cours de vol, là. Et nous allons évoquer ensuite les perspectives de 2026. 2025 a été pour nous une année que l'on qualifie d'exceptionnelle. Alors, il faut se méfier du vocabulaire parce qu'on espère quand même faire mieux l'année prochaine. Voilà. Et donc, 2025 est exceptionnel. Nous avons en 3 chiffres, ça va être largement développé après, au cours de l'exposé. Nous avons eu une croissance des revenus de 7%. Nous avons comptabilisé 212 millions de ressources de revenus, soit une progression de 7%. Le résultat récurrent, il sera développé tout à l'heure, lui a progressé de 13%, donc c'est quand même tout de même assez exceptionnel. Et le patrimoine, lui, a subi une croissance de 4% et est évalué donc par expertise à 4 milliards et une décimale derrière, ou une demi-décimale. Voilà, donc ce sont donc de très bonnes performances. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est l'objet donc de l'exposé qui va suivre. Je profite de cette image, j'ai complètement oublié, et je rebondis sur cette image qui est dans mon dos, pour vous souhaiter, mais c'est un petit peu trop tard peut-être, me direz-vous, une excellente année 2026. Une année, je vous souhaite de vivre une agréable année, heureuse en famille, heureuse au travail, et puis avec un peu de succès dans vos activités. Et le côté heureux au travail, en général, est propice à une certaine bonne productivité. Voilà, ceci étant dit, un mot maintenant peut-être, avant de rentrer donc dans le détail, un mot sur 2026. Alors 2026, donc ça va être développé aussi donc, tout à l'heure. Je dirais, la première, c'est que nous prévoyons une croissance de 4% des revenus locatifs. Donc on va les afficher à 220 millions, et nous venons donc de 212, comme je viens de le dire précédemment. Donc, soit une progression donc, de 4% également, encore, parce que cette année c'était 7, me direz-vous, c'était davantage. Et pour ce faire, effectivement, nous avons un programme d'investissement de 165 millions qui est en cours de réalisation, qui va donc être livré principalement au cours de ce premier semestre. Et donc, c'est ce qui explique effectivement la progression donc, des revenus locatifs de 212 qui passe à 220, comme je viens de le dire. À côté donc, de cette activité de développement, d'investissement, nous avons également d'autres chantiers. Le prolongement, nous avons un chantier qui a été engagé très tôt, en 2020, 2022, etc., dont l'objectif visait à réduire les émissions de CO2 du scope numéro 3, donc dit énergie, c'est-à-dire les émissions provenant des consommations d'énergie de nos entrepôts. Et donc notre projet est de passer de 25 000 tonnes en 2022 à 12 500 tonnes en 2030. Et donc là, nous avons fait la moitié du chemin. Donc le moyen que l'on met en œuvre pour réduire ces consommations et ces émissions qui en résultent, c'est effectivement un changement donc du chauffage au gaz par des pompes à chaleur RO. Et donc là, effectivement, c'est donc très, très performant en termes donc de réduction des consommations et des émissions qui en résultent. Ça, c'est un chantier que nous allons donc continuer et qui devrait s'achever vers les années 2030. L'autre chantier, c'est la certification des entrepôts.
aujourd'hui, à fin 2025, 50% des entrepôts sont certifiés et nous visons un objectif très proche des 100%. On ne sera peut-être pas à 100%, mais ça n'est pas déterminant. Donc, nous visons globalement une certification totale de nos entrepôts progressivement. Et donc, le chantier est en cours dès 2026. On a déjà fait une réalisation en 2025, d'ailleurs. Et puis, je terminerai en vous disant un mot en vous disant que nos développements, désormais, se font en entrepôt dit autonome. C'est notre entrepôt star. C'est celui qui, effectivement, émet très peu, donc qui consomme très peu et qui émet très peu de CO2. Et vous le savez, il est équipé donc de panneaux photovoltaïques en toiture, complétés donc par des batteries de stockage. Et ça, effectivement, on était probablement les précurseurs. Mais quand vous lisez la presse tout à fait quelconque, vous voyez des gens comme Énergie, etc., qui s'investissent beaucoup donc dans le stockage par batterie. La batterie, ça permet effectivement de pondérer la diffusion donc de l'énergie produite. Parce que voilà. Et donc, nous avons visé dès l'origine, et je m'arrêterai là, nous avons visé l'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est très vertueux. Parce que donc demain, c'est-à-dire un certain nombre d'années, le réseau de distribution électrique en France, comme d'ailleurs aux USA et ailleurs, sera saturé par les besoins du tout électrique, notamment les data centers, par exemple. Aujourd'hui, si on veut équiper un data center, on manque d'énergie, en tout cas, le raccordement est donc très, très problématique. Donc l'autoconsommation permet effectivement, c'est l'idéal, permet effectivement donc de ne pas charger la distribution. Alors c'est compliqué à régler parce qu'effectivement, comme vous le savez, les énergies renouvelables sont intermittentes et donc la régulation est difficile. Mais donc avec les progrès de l'IA et compagnie, donc tout ça, ça va s'améliorer donc dans le temps. Mais nous avons pris, me semble-t-il, la bonne option. Ceci dit, si je me laisse emporter par cette affaire-là, je vais parler trop longuement. Vous êtes venus pour écouter les résultats de 2025 et donc je donne effectivement la parole tout de suite à Ronan qui va prendre le relais et va vous développer pour partie les résultats de 2025. Merci. Bonsoir à tous. Effectivement, je vais vous présenter les chiffres clés 2025. Donc, allons-y. La valo, elle est de 4,1 milliards, donc à comparer à 3,9 milliards à fin 24, soit une progression de 4%. Cette progression résulte d'une part de la hausse de la juste valeur du patrimoine à fin 24, donc tirée par la hausse des loyers marchés de notre parc, et d'autre part par la valo des investissements de 2025. Donc tout ça dans un contexte de quasi-stabilité des taux de capitalisation à 5,25, donc à comparer à 5,20 l'année dernière. La surface est en croissance, donc à hauteur de 3,8 millions de mètres carrés. Donc avec ces chiffres, nous consolidons notre place de leader français. L'ANR par action est à 91,5, donc en hausse de 7% par rapport à fin 24 où nous étions à 85,5. Concernant la dette, donc nous conservons notre rating Standard & Poor's BBB-, perspective stable. La dette nette est inchangée à 1,7 milliard. Donc au cours de l'année 2025, nous n'avons pas contracté de nouveaux emprunts. Nous avons même remboursé 90 millions de dettes hypothécaires amortissables. Et donc nous avons consommé en trésorerie l'équivalent donc au titre de nos investissements 2025. Les ratios d'endettement sont fortement orientés à la baisse. La LTV est de 41,1%, donc en baisse de 200 points de base par rapport à 43,1 à fin 24. Et le ratio dette nette sur EBITDA est de 8,5 à comparer à 9,2 fin 24. Enfin, le coût de la dette
à fin 25 est également à la baisse, à 2,10%, à comparer à 2,35 à fin 24. Les résultats, comme le disait JC, sont d'excellentes factures. Les revenus locatifs, donc à hauteur de 212 millions, une croissance de 7%, donc qui résulte d'une part de l'effet année pleine des livraisons 2024 et de l'indexation des loyers au 1er janvier 2025 qui a été de 3,45%. Le résultat net récurrent est de 155 millions, donc avec cette très forte hausse de 13%. Et le résultat net récurrent par action est de 6 euros, en hausse de 8%, cela compte tenu de l'augmentation du nombre d'actions suite à l'ACA de 2024 et du paiement du dividende en actions. Donc voilà pour les chiffres clés 2025 et je vais passer la parole à Stéphane qui va vous présenter le marché de l'immobilier et ensuite le patrimoine et nos locataires. Bonsoir à toutes et à tous, encore une fois bienvenue. Je vous propose de démarrer par un focus sur le parc immobilier logistique français. Un chiffre à retenir à ce titre, 80 millions de mètres carrés logistiques en France, soit à peu près 4000 sites. Ce parc logistique, il est né de la volonté des industriels au début des années 2000 de professionnaliser, d'externaliser leur logistique. Ce parc il s'est constitué principalement le long de la dorsale, Lille, Paris, Lyon, Marseille. Au début avec des actifs qui étaient somme toute de taille modeste, pas plus de 20 000 m², et puis avec le temps on est arrivé à des entrepôts beaucoup plus importants, dits XXL, représentant parfois plus de 100 000 m². La particularité de la détention de ce parc, c'est qu'elle est extrêmement fragmentée. On dénombre à peu près en France 60 acteurs, propriétaires à minima de 100 000 m² d'entrepôts. Dans ce cadre, Argan est très clairement le premier propriétaire français d'entrepôts, avec pas loin de 4 millions de mètres carrés, ce qui représente 5% du parc d'entrepôts logistiques français. En 2025, le développement du clé en main locatif a représenté un volume de 800 000 m². En moyenne, sur les 5 derniers exercices, Argan développe 10% de ces clés en main locatifs. Là encore, on retrouve de nombreux acteurs. Il faut savoir que depuis 2020, une cinquantaine d'acteurs ont développé au moins 2 entrepôts logistiques. Donc encore une fois ici, une situation assez fragmentée qui crée une véritable concurrence sur la captation des fonciers. Un point également qui caractérise le parc immobilier logistique français, c'est le réglementaire. Pour développer un entrepôt, il faut passer par les fourches codines des DREAL, obtenir des autorisations ICPE. Et ça, nous considérons que le fait d'avoir un savoir-faire sur ce sujet est un vrai plus qui nous positionne sur ce marché comme un acteur très significatif. Alors si on passe à la situation du marché au titre de 2025, on parle ici de la demande placée. La demande placée, elle est quasi stable par rapport à 2024, moins 4%, mais avec toutefois un dernier trimestre qui a été extrêmement actif, puisque sur le dernier trimestre, 1 million de mètres carrés ont trouvé preneur. Et donc nous espérons que tout cela se présente bien c'est de bon augure pour 2026. Plusieurs commentaires toutefois. Les acteurs qui ont pris à bail, la part des logisticiens reste assez significative. Les logisticiens ont pris finalement 44% de ce total, ce qui représente 1,4 million de mètres carrés. La part des e-commerçants a également doublé. Les e-commerçants aujourd'hui c'est 14% des prises à bail logistiques, avec des signatures assez significatives en provenance de Vinted, Amazon ou JD.com. Cela au détriment de la demande placée auprès de la grande distribution et du retail qui est clairement en baisse. Le deuxième commentaire, c'est la taille des deals, et où on note un repli significatif sur 2025 des prises à bail d'entrepôts XXL. Donc les entrepôts XXL, c'est les entrepôts supérieurs à 50 000 m². Pour ces entrepôts, c'est moins 42%, alors que la totalité des autres segments est plutôt en hausse.
Enfin, ce qui caractérise aussi la demande placée sur 2025, c'est un vrai regain pour la dorsale. J'ai parlé de la dorsale tout à l'heure, Lille, Paris, Lyon, Marseille. Eh bien, la dorsale, elle a concentré 61% de la demande placée en 2025, c'est 10% de plus qu'en 2024, avec 40% de la demande placée qui s'est concentrée sur le Nord et l'Île-de-France. Le Nord et l'Île-de-France, chacune de ces régions, c'est à peu près 650 000 mètres carrés transactés. Et puis une région qui enregistre une excellente performance, c'est le Centre-Val de Loire, qui enregistre plus 6% par rapport à 2024, et surtout 500 000 mètres carrés transactés, donc c'est pas très loin de l'Île-de-France et du Nord. Dans ce contexte, la vacance qui a malheureusement augmenté. La vacance est à 6,3% contre 5,4% en 2024, malgré une légère décrue en fin d'année. Tout ça nous donne une offre nationale immédiatement disponible en entrepôt logistique équivalente à 4,8 millions de mètres carrés. Alors cette vacance, elle est très très disparate selon les régions. Le Nord est à 7,6%, en vraie baisse, 10% l'an dernier. L'Île-de-France, en revanche, la vacance est en hausse en Île-de-France, 8,4%. Alors 8,4% de vacances en Île-de-France, ça représente quand même 1,3 million de mètres carrés disponibles sur le marché francilien. Les autres régions sont autour de 5% et les régions du Sud, Sud-Ouest, Sud-Est sont plutôt autour de 3%, mais ce qui est une donnée assez classique. Dans ce contexte, toutefois, les loyers moyens ont plutôt bien résisté, avec une évolution positive, et s'établissent autour de 63 € sur la dorsale et 55 € hors dorsale. L'Île-de-France, on est entre 55 et 75. On a même vu 2 opérations assez significatives en Île-de-France, au-delà de 80 € du mètre carré, avec 2 prises à bail venant d'acteurs de la vente en ligne. À noter toutefois, pour tamiser cette relative bonne santé des loyers, une tendance forte qui s'est faite jour en 2025 est celle des mesures d'accompagnement sur les prises à bail, qui vient évidemment tamponner le loyer économique. Concernant maintenant la situation de l'investissement, alors l'investissement sur le segment industriel et logistique a représenté bon an mal an 4 milliards d'euros en 2025, ce qui représente une baisse quand même de 20% par rapport à 2024. Baisse toutefois qui résulte plus des incertitudes politiques et économiques que de l'attractivité intrinsèque du secteur. Le secteur industriel et logistique, ça concentre 30% des investissements en immobilier en France, ce qui reste très significatif, et il y a encore un véritable appétit des investisseurs pour l'immobilier logistique. Alors le fait marquant en 2025 sur le marché de l'investissement, c'est très clairement la baisse significative des opérations de portefeuille. Les opérations de portefeuille, c'est 1,5 milliard d'investissement en 2025, c'est 48% de moins qu'en 2024, avec très clairement l'absence d'opérations sur des portefeuilles supérieurs à 150 millions d'euros. On a vu de nombreux retraits ou voire même des non-mises sur le marché de portefeuille. En revanche, un vrai regain de liquidité sur les petites ou moyennes transactions, c'est-à-dire des transactions inférieures à 50 millions d'euros. Dans ce contexte-là, le taux prime est resté stable par rapport à 2024, il s'établit à 4,90%, un taux qui est entretenu par la rareté des actifs logistiques prime à la vente dans les secteurs les plus recherchés. Voilà pour la situation du marché en 2025. Alors, quelques indications maintenant sur notre portefeuille client avec une slide, la slide d'après, voilà, super. Alors, qui est une slide magnifique parce qu'elle illustre la diversité et la richesse du portefeuille client d'Argan. 70 locataires, de magnifiques logos. Et puis, il y a un élément dans cette slide qui n'apparaît pas spontanément, mais qui est important, c'est les nouveaux logos. C'est ceux qu'on a su rentrer en 2025 au travers de nouveaux développements, voire d'acquisitions. Je vais les citer. Danone, Ferrero, Puma, Jackie Perreno, Norten. Donc ça, c'est des logos que nous n'avions pas l'année précédente et qui sont rentrés dans le portefeuille au cours de l'exercice 2025. Alors ensuite, si on regarde notre portefeuille client et qu'on le répartit par secteur économique, on voit que le premier secteur économique, très clairement, c'est la distribution alimentaire.
au premier rang de laquelle on retrouve Carrefour, mais aussi Auchan, U-Proximité, Monoprix. Ensuite, les logisticiens avec 21%, au premier rang desquels on trouve FM, Logistique et GXO. Et puis également, vous voyez le e-commerce, 7%, très concentré toutefois sur le client Amazon. Alors le revenu locatif, la répartition du revenu locatif par client locataire, vous le voyez, le premier client c'est Carrefour, ce n'est pas une surprise, 28% du revenu locatif réparti sur 25 sites. Nous sommes fiers d'avoir ce client. Nous considérons que c'est une véritable opportunité d'avoir une relation d'affaires aussi nourrie avec une entreprise leader sur son marché. C'est aussi un partenariat fort avec une entreprise qui est très mature sur sa supply chain. Et vous voyez par ailleurs que ces 28% sont répartis toutefois sur 26 sites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un site Carrefour qui excède 2 millions d'euros de loyer. Ensuite, dans le ranking, on trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, FM Logistique, un des premiers logisticiens français, et puis Amazon avec le site Doni. Alors ces loyers générés par ces clients, ces loyers ils sont sécurisés. Ils sont sécurisés d'abord parce qu'on a une durée ferme résiduelle d'engagement moyenne à 5 ans, ce qui est assez significatif dans ce marché. Ensuite, autre élément à considérer, quand on regarde la typologie de nos clients, on traite avant tout avec des chargeurs. On traite très majoritairement avec des chargeurs. Et ça, c'est important parce qu'on ne néglige pas les logisticiens. Bien entendu, quand on peut signer un bail avec un logisticien, on le fait. Mais le logisticien, il est toujours dépendant d'un contrat avec un client. Et le contrat avec ce client, il peut vivre, il peut ne pas être renouvelé, il peut se rompre, ce qui rend évidemment dans ce cas-là le logisticien en demande pour renégocier les conditions de son bail, voire le résilier. Donc le fait que nous traitions, que notre revenu locatif dépende à 77% de chargeurs est un élément extrêmement favorisant de la sécurité de notre revenu locatif. Et puis sur l'indexation, donc une indexation moyenne 2025 à 3,45. Malheureusement, l'indexation moyenne à 2026 est budgétée à 0,6%. Et globalement, nos baux sont très principalement orientés et indexés sur l'ILAT, même si on conserve essentiellement au titre d'accords assez anciens des loyers préindexés ou des loyers présentant un ILAT capé à 2%. Mais cette solution tend à se réduire avec les renouvellements de baux ou les baux nouveaux que nous signons. Le taux d'occupation, alors ça c'est une vraie performance d'Argan, un taux d'occupation supérieur à 99%. C'est une situation récurrente, mais ce n'est pas une situation qui coule de source, si je puis dire. C'est une situation qui suppose de bien connaître nos locataires, de comprendre leur modèle, d'anticiper leurs besoins, d'anticiper éventuellement des libérations pour travailler suffisamment en amont à la détermination et à l'identification de locataires de substitution, d'adapter éventuellement les sites aussi pour proposer à nos locataires des renouvellements de baux. Donc 99% en 2025, l'ambition 2026, c'est de recoller au chiffre de 100%. Voilà, mais ça, c'est une vraie performance et un véritable élément différenciant d'Argan dans la gestion de son patrimoine. Alors, quelques chiffres justement sur le patrimoine. Un certain nombre de choses ont déjà été dites. Je voudrais me focuser sur 3 sujets. D'abord, la valorisation. Ronan l'a dit. Ce patrimoine, il est valorisé à 4,1 milliards d'euros, à dire d'experts, avec l'application d'un taux de capitalisation de 5,25. Le deuxième sujet important ici, c'est la réserve foncière constructible. 750 000 m², c'est le stock. C'est un stock c'est le stock qui permettra les développements de demain. C'est un stock qu'on essaie d'alimenter autant que possible par la captation de nouveaux fonciers. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas simple, il y a de la concurrence sur la captation de fonciers. Mais notre objectif, c'est très clairement d'alimenter ce stock parce que, encore une fois, l'autodéveloppement dépend de l'existence de ce stock. Et puis, Jean-Claude l'a stipulé aussi, la certification. Dans le cadre d'une démarche volontariste sur la valorisation de notre patrimoine, notre objectif, c'est que l'ensemble de nos sites soient certifiés BREEAM In-Use à 2030. Donc on a un cap à passer. On a une 50aine de sites à certifier sur les 4 exercices qui viennent.
Et puis encore une fois, évidemment, tous nos nouveaux développements sont livrés avec le label autonome, c'est-à-dire un entrepôt qui produit sa propre énergie verte via du photovoltaïque en toiture, qui permet une autoconsommation de cette énergie, plus des pompes à chaleur électriques pour le chauffage de l'entrepôt, étant précisé ici que nous bannissons désormais le gaz. Alors la valorisation de ce patrimoine, écoutez, on l'a déjà un peu dit, 4,1 milliards d'euros, en hausse de 4%, qui est liée à la variation de la juste valeur du patrimoine et qui est liée également à la valorisation des investissements de 2025. Alors, la répartition de nos plateformes sur le territoire national, alors vous pouvez le constater, c'est très majoritairement positionné au nord de la Loire. Et d'une certaine manière, ça suit la dorsale, à l'exception toutefois d'un positionnement assez faible sur Marseille. Cette situation, elle a plutôt vocation à s'accentuer. Nous avons 7 livraisons prévues en 2026, et il y en a une seule et unique au-dessous de la Loire, à savoir à Béziers. Le reste sera concentré sur le nord de la Loire, en particulier la Normandie, l'Alsace. Par typologie d'actifs, 80% de nos entrepôts sont en température ambiante, 13% réfrigérés, et ça sert principalement la grande distribution. Et puis on a 7% de messagerie, qui sont des actifs que l'on apprécie et que l'on essaie de capter autant que possible, parce que ce sont des actifs généralement très pérennes en termes de détention et en termes de location par leurs utilisateurs. Enfin, la répartition des plateformes par surface et par ancienneté. J'ai parlé du XXL tout à l'heure. Le XXL, c'est 57% de notre portefeuille, donc des entrepôts supérieurs à 50 000 m². En revanche, on a un écart type important. On a un entrepôt pour Amazon, par exemple, qui représente 180 000 m², et à l'inverse, on a quelques actifs de messagerie qui sont à 5 ou 6 000 m². Et puis, par ancienneté, l'âge moyen de notre parc, c'est 12,4 ans. L'objectif, c'est au travers d'acquisition de nouveaux développements, de faire baisser cet âge moyen par l'entrée dans le parc de sites neufs. Voilà ce que je voulais vous dire, et je crois qu'on passe ensuite à la dette avec Francis. Merci à vous. Je profite de ce changement de micro pour remercier nos clients. Peux-tu, Samy, passer le slide sur les clients ? En fait, si aujourd'hui nous avons un taux d'occupation de 99% plus, nous ne sommes jamais descendus depuis l'origine à moins de 98, ce n'est pas tout à fait par hasard. Nous aimons nos clients et il faut, d'une manière générale, quels que soient les métiers des industriels, si on n'aime pas ses clients, ça ne peut pas être pérenne. Et ça n'est pas du tout évident. Nous sommes à l'écoute de nos clients et effectivement, c'est dû également au fait que l'asset management, il est internalisé. Ce ne serait pas le même réflexe, ce ne serait pas le même ADN lorsque l'asset est externalisé. Donc, je profite de cette slide pour remercier nos clients. Et si nos revenus sont stables, s'ils progressent, eh bien, c'est grâce à eux. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Dans le prolongement de ce que vient de dire JC, puisque je vais parler de la dette, je pourrais dire également qu'on aime nos prêteurs. Il y en a quelques-uns dans la salle. Alors la dette, c'est un sujet plutôt intéressant pour une foncière. En résumé, on peut dire qu'elle est parfaitement sous contrôle. On avait annoncé il y a quelques années notre volonté de nous désendetter de façon significative. Je pense que nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, nos principaux indicateurs à fin 2025 sont une LTV de 41%, on en a parlé, et une dette nette sur EBITDA de 8,5%. Cet endettement, donc, qui reste maîtrisé, va nous permettre d'arriver à la fin de cette année à une LTV de l'ordre de 40%, alors avec un taux de capitalisation de notre patrimoine constant, donc de 5,25, je vous le rappelle, et une dette nette sur EBITDA de l'ordre de 8,5, donc relativement stable par rapport à 2025. D'un point de vue financement, alors nous allons désormais
de favoriser une dette non amortissable, donc, ou de type obligataire ou de type bancaire, hypothécaire, mais donc non amortissable, au détriment de la dette classique hypothécaire amortissable que nous avions pour l'habitude de contracter. Alors, je vous rappelle qu'on rembourse aujourd'hui de l'ordre de 90 millions d'euros de capital par an. Et donc la différence donc de charge de dette entre un prêt amortissable 15 ans et un prêt in fine, c'est de l'ordre de 2 à 3. Autrement dit, on pourrait assez rapidement économiser de l'ordre de 40 à 50 millions par an, ce qui nous permettra donc de soutenir le développement, donc de faire des investissements à cette hauteur, et également d'augmenter le dividende et donc un retour aux actionnaires. En 2025, nous avons également renforcé notre liquidité. Nos lignes RCF, qui étaient de 300 millions, nous les avons passées à plus de 400 millions. Et nous avons signé un bridge to bond, donc un prêt relais de 500 millions, donc qui est égal au montant de notre dette obligataire qui arrive à échéance en novembre 26. Et donc ce prêt est utilisable sur une durée de 2 ans, donc jusqu'en novembre 27, ce qui nous permet de voir de façon très sereine le refinancement donc, de cette émission obligataire de novembre 26. Et enfin, je vous rappelle notre rating auprès de S&P, BBB- avec une perspective stable. Le coût de la dette. Le coût de la dette, donc, il a baissé de façon significative ces dernières années. Il s'établit à fin 2025 à 2,10%. C'est le fruit de la décomposition de notre dette que vous voyez à gauche sur le camembert. Donc, grosso modo, c'est des paquets à peu près qui représentent un tiers de la dette. La dette obligataire, donc 29%, qui a été contractée au taux de 1%. La dette à taux fixe, donc nos prêts hypothécaires, qui représentent grosso modo aussi un tiers, qui elle est contractée à 1,60% en moyenne. Et enfin, la dette variable sur laquelle nous contractons des couvertures, qui elle représente 39% et qui représente un coût moyen de 3,30%. Donc si on pondère ces 3 paquets, on arrive à un coût de la dette de 2,10%. Et nos couvertures ont aujourd'hui une durée résiduelle encore d'un peu moins de 4 ans, 3,6 ans précisément. Alors le coût de la dette, si on projette 26, donc effectivement, c'est la principale incertitude qu'on a aujourd'hui. Ce coût de la dette au 31 décembre 2026 va dépendre du coût de l'émission que nous allons réaliser en 26 pour refinancer notre émission de 500 millions. Si on raisonne sur un refinancement à 3,5%, le coût de la dette moyen global d'Argan sera de 3% à la fin de l'année. Enfin, je vous rappelle donc les ratios, j'en ai déjà parlé, dette nette sur EBITDA 8,5, LTV 41%, et la maturité de notre dette compte tenu de l'obligation qui n'a plus qu'une durée d'1 an et de 4 ans. Alors j'en parlais, le refinancement 26. Donc quelques points sur ce refinancement. Donc je vous rappelle, notre émission actuelle qui arrive à échéance le 17 novembre 26 est de 500 millions et elle présente un taux de 1,01%. Donc nous ne ferons pas mieux pour la refinancer, c'est une certitude. Nous avons aujourd'hui mis en place différentes choses. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a porté nos lignes RCF de 300 à plus de 400 millions. Et nous avons également signé donc, cette ligne de crédit de 500 millions qu'on peut utiliser jusqu'en novembre 27. Donc on a 400 et 500, on a 900 millions de disponibilité pour affronter nos dépenses de 2026. Donc c'est largement excédentaire par rapport à nos dépenses. Donc on est, comme je le disais, plutôt serein pour affronter ce refinancement de l'émission obligataire. Les hypothèses que nous prenons pour ce refinancement, c'est un montant qui peut varier entre 500 et 700 millions, probablement sur 2 tranches, avec 2 maturités différentes. Et nous envisageons d'aller sur le marché en fonction des opportunités, pas avant avril, et on peut attendre octobre, on pourrait même attendre l'année prochaine, selon les conditions de marché. Voilà pour la dette. Nos résultats 25. Les revenus locatifs.
Alors là, pour ceux qui suivent sur le petit book que vous avez, vous n'allez pas trouver ce schéma, vous ne l'avez pas. Vous avez celui en haut à gauche, donc ça c'est notre croissance sur 10 années de nos revenus locatifs, avec une évolution donc de 7%, on le disait cette année, et une prévision à 4% cette année, en 2025, et une projection à 4% cette année. Ça représente donc un taux de croissance annuel moyen de 13%. Le passage de notre revenu 24 à 25, donc on a démarré l'année avec 198 millions de revenus locatifs. L'effet année pleine des livraisons de l'année précédente génère 6,6 millions en 2025. La révision des baux, qui est encore importante, Ronan l'a dit tout à l'heure, de 3,45%, ça représente 6,3 millions d'euros. Et les livraisons et acquisitions de l'année, qui sont faites plutôt en fin d'année, ne représentent qu'1,6 million. Et les cessions de 2024 entraînent une perte de 0,8 millions d'euros. Donc on additionne les différents paquets et on arrive à 212 millions d'euros sur 2025. Un petit mot sur le résultat récurrent. Donc c'est la colonne de droite. Donc nos revenus locatifs de 212 millions en croissance de 7%. On déduit nos charges courantes qui sont en légère baisse en 25 par rapport à 24, moins 1 million, qui s'élève à 13,5 millions d'euros. Les produits de trésorerie, donc le fruit de nos placements, 700 000 euros. Les intérêts sur emprunt, donc qui ont atteint en 2025 leur niveau bas, à hauteur de 37 millions d'euros. Le bridge, que nous avons contracté, qui n'est pas gratuit, qui représente une dépense d'1,5 million. Et l'étalement des frais d'émission de notre stock de prêts, qui génère 3,8 millions en 2025. Donc on arrive à un résultat net récurrent de presque 157 millions, soit pratiquement 155 millions par du groupe, ce qui représente 6 euros par action. Donc une croissance de 8%, quasiment du même niveau que les revenus locatifs. Le compte de résultat consolidé, donc même mécanique, on démarre des revenus locatifs de 212 millions d'euros. On déduit les différentes charges pour arriver à l'EBITDA. Et donc l'EBITDA, ce qui est intéressant, c'est que tous les ans, on arrive à un niveau d'EBITDA par rapport aux revenus de l'ordre de 94%. On a ensuite la partie de variation de juste valeur sur nos immeubles de placement. Donc en légère diminution par rapport à 24, mais on génère quand même 91 millions d'euros de variation de juste valeur positive. Donc le taux à dire d'expert était de 5,20%, je vous rappelle, au 31/12/24. Il est légèrement monté à 5,25 au 31/12/25, mais grâce à la révision de nos loyers, on arrive à accrocher une variation de valeur positive. Donc on arrive à l'EBITDA après ajustement des valeurs. Et on a ensuite la partie financière. Donc les produits de trésor, on les a vus tout à l'heure, 700 000 euros. Les intérêts, 37 millions. Le bridge, 1,5 million. Et 5,7 millions qui se décompose entre l'application de la norme IFRS 16, qui représente 1,9 million, et l'étalement des frais d'emprunt, qu'on a vu tout à l'heure dans le récurrent, qui représente 3,8 millions. Et impôts et autres charges financières, donc ça c'est la variation de valeur de nos instruments de couverture, qui a été légèrement positive en 25, à hauteur de 0,6 millions. Donc on arrive à un résultat net par du groupe qui est quasiment du même niveau que l'année précédente, à 245 millions. Ramené par action, c'est 9,57 euros, donc un petit peu moins du fait de la dilution sur les actions, du fait de l'augmentation de capital et du paiement du dividende en actions. Un petit mot sur notre ANR, donc l'EPRA NTA, qui est celui qui est plus particulièrement suivi pour les foncières. Nous étions à 85,5 euros à fin 2024. Le résultat récurrent, on l'a vu, 6 euros. Et la déperdition de valeur, c'est sur le dividende, qui a été payé en numéraire à hauteur de 2,50 €, souscrit par action, et donc ça représente une dilution de 1,10 €. Et enfin, la variation de valeur du patrimoine, dont on a parlé tout à l'heure, qui représente 3,6 € par action. Donc notre ANR NTA est en croissance de 7% et s'établit à 91,5 € au 31 décembre 2025.
Pour information, les autres ANR, donc le NRV à 103,50 €, une croissance de 7% également, et le NDV 92,7, une croissance de 6%. Et bien voilà pour la partie dette. Merci Francis. Je vais vous parler maintenant de la partie dividende des bourses. Alors concernant le dividende, conformément à nos objectifs d'il y a un an, un dividende de 3,45 € sera proposé à l'AG du 26 mars prochain. Alors cela représente un rendement de 5,4% sur le cours moyen de décembre 25, égal à 64 €. Et cela représente un taux de distribution de 58% du résultat net récurrent, donc égal à 6 € comme on l'a vu tout à l'heure. Notez que ce dividende sera exclusivement proposé en numéraire, et non pas d'option de paiement du dividende en action. Voilà, donc ça c'est pour le dividende au titre de l'exercice 25. Et au titre de l'exercice 2026, nous projetons un dividende de 3,65 € en hausse de 5,8%, donc qui sera proposé à l'AG de mars 2027. Concernant l'évolution du cours de bourse, alors le cours de bourse à fin 25 était de 66 €, donc soit une progression de 9% sur l'année. Si on se compare, elle est supérieure à l'EPRA Europe qui a vu une augmentation de 2%, et elle est en ligne avec l'indice SBF 120 qui est de 10%. La répartition du capital n'a pas évolué en 2025. La famille Leland détient 37%, Predica 15%, et donc le flottant représente 48%. Je vais vous présenter et faire un point sur la feuille de route 2025-2026. Nous avions communiqué il y a un an ici même un volume d'investissement pour 2025-2026 à hauteur de 170 millions. Donc on avait présenté 70 millions pour 2025 et 100 millions pour 2026. Et à l'époque, on visait une rentabilité locative moyenne de 6%. Alors, donc, nous actualisons cette feuille de route et nous rehaussons nos objectifs d'investissement à hauteur de 220 millions, donc pour ce plan 25-26, 220 millions qui se décomposent en 100 millions pour des développements propres et 120 millions pour des acquisitions de bâtiments neufs qu'on va détailler un peu plus loin. En réalité, il s'agit de 3 acquisitions. Et notre objectif est un rendement moyen global de l'ordre de 6,4%. Alors tout d'abord, dans le détail 2025, on vous l'a dit, nous avons réalisé 55 millions d'investissements qui représentent 70 000 m² à travers 4 opérations. Donc ce sont des développements Argan, donc de l'autodéveloppement à 100%. Tout d'abord, Bain de Bretagne. Alors Bain de Bretagne, on est au sud de Rennes. Donc c'est un entrepôt de 30 000 m² de 5 cellules. 3 cellules sont louées donc à un nouveau locataire, BSL, qui maintenant est dénommé Dimologue, du groupe Dimotrans. Entre-temps, on a loué en fin d'année dernière donc une cellule à un transporteur logisticien qui s'appelle Ducournau, et la dernière cellule est en cours de commercialisation. Donc c'est un entrepôt bien évidemment autonome, comme tous les développements Argan, autonome, donc l'entrepôt vert qui produit sa propre énergie verte destinée à l'autoconsommation du locataire. La deuxième opération, elle est plus modeste et plus exceptionnelle. Il s'agit de l'accompagnement que nous avons décidé de faire
auprès des frères Bénard, Alexandre Bénard étant un ancien collaborateur Argan. Et donc, nous avons financé la serre qui lui permet de produire et vendre des tomates. Voilà, donc cette année, enfin en 2025, on a fait une extension de 11 000 m², donc à Warville. La troisième opération, c'est une messagerie à Vendin, Vendin-le-Vieil. Ça se trouve dans l'agglomération lensoise. Donc c'est une très belle messagerie. Stéphane vous a expliqué la messagerie qui a une vocation de support pour les transporteurs. Donc le locataire, c'est XPO, avec un engagement ferme de 12 ans. Et enfin, à Louaille, donc là on est le long de l'autoroute A11, entre Le Mans et Angers, donc pour le compte d'un nouveau locataire, Norten, qui est un leader dans la distribution de matériel de jardinage. Donc un développement de 18 000 m² et un engagement ferme de Norten de 12 ans. Étant précisé qu'on a une capacité d'extension et que Norten s'est déjà exprimé sur sa volonté de déloger une activité sur ce site à horizon 3-4 ans. Donc qui nous permettra de déclencher une extension et de repartir sur une durée ferme très longue. Voilà, donc la particularité de ces autodéveloppements, c'est qu'effectivement, nous atteignons une rentabilité locative de 7,2%. Pour 2026, donc on vous l'a dit, l'objectif, c'est de réaliser 165 millions d'investissements. Donc ça représente 140 000 m² et ça représente 8 opérations. Pour commencer, donc 3 acquisitions de bâtiments neufs. Donc ça pèse, ces 3 acquisitions pèsent 120 millions. La première, c'est Puma, donc à Vendenheim, au nord de Strasbourg. Donc un entrepôt de 42 000 m², avec un engagement ferme de 9 ans, donc acquis auprès d'un promoteur régional LCR. Et l'acquisition est programmée très rapidement, puisque ça va intervenir le 3 février. Une deuxième opération pour Ferrero, donc à Cléon, qui est dans l'agglomération roannaise, 34 000 m², avec un engagement de 10 ans ferme. Donc il s'agit de stocker, donc là pour le coup, les produits finis de l'usine située à Rouen. C'est une usine historique du groupe Ferrero qui se trouve donc implantée à Rouen, très importante puisqu'elle assure la production d'environ 25%, la production mondiale de 25% du Nutella. Barentin, donc c'est toujours pour Ferrero. Donc on est également à proximité immédiate de l'usine de Rouen. Et là, pour le coup, il s'agit de stocker les matières premières. Donc, il s'agit de la logistique amont de l'usine. Cléon étant la logistique aval. Donc, il s'agit d'un entrepôt de 20 000 m² avec un engagement ferme de 10 ans. La livraison et donc la prise d'effet du bail est programmée à horizon du mois de juin. En Blainville, donc là, on est dans l'Oise, le long de l'A16. Il s'agit d'une extension. En réalité, c'est déjà la deuxième extension qu'on réalise pour Célio. Le bâtiment, après cette extension de 12 000 m², sera porté à 54 000 m². Et on repart pour un engagement de 10 ans ferme de Célio sur la totalité, à compter de l'extension. Ensuite, un développement donc pour un nouveau client, une très belle signature, à savoir Danone. Donc on est à Tours, c'est donc un chantier en cours, un autodéveloppement Argan autonome. Et donc c'est une surface de 8 000 m² et c'est un entrepôt pour stocker des produits frais, donc à température dirigée, plus 2, plus 6 degrés. Voilà un engagement ferme de 9 ans. À Béziers, une opération un peu plus modeste, d'environ 6 000 m², qui est également en cours de construction. La livraison est programmée au mois d'octobre pour le locataire Jackie Perreno qui s'est engagé pour 6 ans ferme.
La 7e opération est à Valenton, donc en bordure d'A86, dans le 94. Il s'agit de faire une extension en chambre froide de 1300 m² pour Pomona, pour le groupe Pomona, qui est très attaché à cette implantation et donc qui est prêt à réaliser une extension qui rentre au chausse-pied dans l'emprise foncière de 1300 m², car c'est un endroit stratégique pour Valenton qui se réengage pour 12 ans ferme à compter de la livraison de l'extension qui va intervenir en février prochain. Et enfin, une opération à Saint-Bonnet-les-Oules. Donc là, on est au nord de Saint-Étienne. C'est un entrepôt existant que nous louons à ID Logistique pour le compte de Intermarché, qui a été repris à Casino. Et donc, il s'agit de réaliser donc, dans l'entrepôt des investissements très importants de réalisation de chambres froides de 15 000 m². La livraison est programmée au mois de septembre et on repartira pour 9 ans ferme à compter de la livraison. Donc voilà, pour vous voyez, donc une actualité et des projets très riches pour cette année 2026. Alors, je vais vous présenter donc, nos objectifs 2026. Pour commencer, on vient de le voir. Donc, nous avons 8 opérations en cours de chantier, donc qui représentent 165 millions, et il va falloir délivrer et les livrer en 2026. C'est notre premier objectif. Concernant les revenus locatifs, JC vous en a parlé tout à l'heure, nous visons des revenus locatifs à hauteur de 220 millions, donc en croissance de 4%. Alors même qu'il faut noter que l'indexation ILAT est quasi flat en 2026, donc il s'agit des revenus locatifs générés par nos investissements, nos 165 millions d'investissements 2026. Nous visons une stabilité du résultat net récurrent par action à 6 €. En effet, Francis vous en a parlé, notre objectif est de compenser la hausse des intérêts du refinancement obligataire, donc par justement la hausse des loyers. Comme vu précédemment, nous projetons un dividende de 3,65 € en hausse de 6%. Cela, bien évidemment, sera soumis à l'approbation de l'AG de mars 2027. Et enfin, nous projetons, en matière de ratio d'endettement, une LTV donc d'environ 40%, en baisse de 110 points de base par rapport à 41,1 fin 25. Et enfin, un ratio dette nette de EBITDA de 8,5, donc stable par rapport à fin 25. Donc voilà pour les objectifs 2026. Je passe la parole à Aymar qui va vous présenter la feuille de route ESG. Merci Ronan, bonsoir à toutes et à tous. Alors je me suis mis en bleu mais je vais vous parler de vert. Comme ça on va changer un petit peu de dimension. Et notamment quelques rappels. Alors on a abondamment parlé d'autonome, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais axer plus sur la partie émission de cet entrepôt autonome qui est notre standard. Pourquoi nous avons fait le choix de l'autoconsommation ? C'est que nous avons considéré que c'était le plus vertueux. L'énergie, finalement, elle est produite sur place, elle est consommée sur place, il n'y a pas de perte en ligne. Et contrairement à ce qu'on peuvent pratiquer nos confrères qui vendent en fait l'électricité sur le réseau, nous consacrons cette énergie à notre locataire. Et c'est le moyen, tout simplement, de diminuer les achats d'électricité sur le réseau et par là même de diminuer les émissions de CO2 de ces bâtiments. Ce bâtiment, il a été optimisé, donc avec de l'efficacité énergétique, une GTB qui permet de piloter l'énergie dans le bâtiment. Des luminaires LED asservis la détection de présence et de luminosité. Enfin, tout a été fait pour réduire au maximum les consommations d'énergie. Alors, quand on prend en compte tout ça, il reste quand même des émissions, à peu près 1 kg par an par mètre carré de CO2 émis par cet entrepôt autonome.
Eh bien, pour le rendre neutre à l'usage, puisque c'est l'engagement que nous avons pris, ce kilo résiduel, nous allons le compenser par une opération de reforestation qui est menée en France, à Cestas, où nous avons aujourd'hui 2 entrepôts, et c'est une opération qui va consister à planter des arbres sur une surface foncière qui auparavant accueillait une forêt qui a été massacrée par un insecte ravageur. Et cette opération de reforestation, elle a commencé. Donc on tient tout à fait cette promesse de l'autonome, l'entrepôt, qui produit sa propre énergie verte pour l'autoconsommation, mais qui est aussi neutre carbone à l'usage. Voilà pour ces quelques mots sur autonome. Et maintenant, je vais passer à faire un petit focus sur la partie E de la stratégie ESG. Pour rappel, cette stratégie, nous l'avons profondément remaniée en 2023, avec un plan de bataille pluriannuel et un certain nombre d'étapes à franchir en 23, en 24, en 25, puisque au moment où nous avons réfléchi cette nouvelle stratégie, nous étions assujettis à la fameuse CSRD, donc les exigences de durabilité posées par l'Union européenne. Nous en sommes sortis, puisque vous avez suivi les soubresauts de la politique européenne en la matière cette année, nous en sommes sortis, nous ne sommes plus assujettis à cette CSRD, mais pour autant, nous continuons bien sûr à déployer notre feuille de route et nous continuerons bien évidemment à répondre à ces enjeux et à produire chaque année notre rapport ESG. Le prochain sera publié en mars 2026 et il fera état de l'ensemble des avancées de 2025. Quelques éléments justement sur ces avancées. Eh bien, comme l'a dit JC en tout début, on est assez fiers du chemin parcouru sur la question du Scope 3 énergie, donc les émissions qui sont liées à l'utilisation de notre parc d'entrepôts, puisque nous avions posé en 2023 l'objectif de réduire d'ici 2030 de 50% les émissions liées à ce poste-là. Et effectivement, au bout de 3 ans, nous avons déjà fait la moitié du chemin. L'année dernière, nous avons posé également un objectif, donc en 2025, un objectif de réduction des émissions au niveau des constructions de bâtiments. Évidemment, c'est le poste le plus important pour une foncière. Et plus nous développons, plus nous construisons de mètres carrés, plus, à ce titre, nous émettons de CO2. Donc le vrai sujet, ce n'est pas forcément de dire on va diviser par 2 les émissions, c'est comment on réduit au mètre carré construit nos émissions générées par la construction. Et là, notre objectif, c'est de réduire de 30% cette intensité liée à la construction. Et d'ores et déjà, quand on regarde 2022 et qu'on compare à 2025, on a déjà réduit de 10% l'intensité énergétique liée à nos constructions. Autre élément pour verdir notre parc, c'est de bannir les chaudières gaz, qui sont fortement émettrices de CO2. Et ce plan PAC que nous avons engagé et qui a été mis en œuvre déjà depuis 2 ans, eh bien, en 2025, nous avons mené 6 projets consacrés un peu moins de 3 millions à ces investissements, qui sont des investissements rentables, puisque derrière, nous avons un loyer additionnel qui est mis en place. Et ces opérations en rythme annuel vont permettre, vous voyez, d'économiser 2100 tonnes par an. En termes de biodiversité, nous avions adopté une nouvelle stratégie en 2024 et nous avons bénéficié en 2025 d'une labellisation par l'État dans le cadre de ce qu'on appelle les entreprises engagées pour la nature. C'est une reconnaissance finalement de ce travail qui a été fait et qui se déploie au travers de 8 objectifs pour 2030. Et nous avons bien sûr des points de contrôle tous les 2 ans avec un certain nombre d'objectifs et notamment par exemple la construction sur des friches. En complément, nous avons conçu et commencé à diffuser auprès de nos locataires un guide de développement durable des sites. C'est tout simplement un certain nombre de conseils pour les aider à entretenir de la meilleure façon possible leur site. Alors ça peut aller des produits pesticides, ça peut aller sur la consommation de l'eau, vérifier s'il n'y a pas de fuite, etc. Enfin, c'est tout un tas de bonnes pratiques qui permettent là aussi d'améliorer l'empreinte, je dirais, environnementale et énergétique de nos sites. Et puis, je ne rentre pas dans le détail, mais comme je vous l'ai indiqué, nous avons attaqué cette reforestation à Cestas, qui nous permettra, en plantant 50 000 arbres, de générer 8 000 tonnes de CO2, de crédit CO2. Un autre élément important qui a été mené en 25, c'est l'étude de résilience du patrimoine Argan. On a fait en quelque sorte un stress test de notre patrimoine, en le soumettant finalement au modèle climatique
pour voir comment ce parc allait évoluer à horizon 2035, 2055 et 2085. Et on a testé les phénomènes suivants, bien sûr, canicule, que l'on retrouve quasiment maintenant chaque année, le stress thermique, le retrait-gonflement des argiles, les inondations et la grêle. Pour nous, bien sûr, il y a des enjeux très importants. C'est d'abord donner aux gens qui investissent chez Argan l'information sur la résilience de ce parc immobilier. C'est maintenir la valeur de nos actifs, offrir, bien sûr, à nos locataires la garantie de continuité d'exploitation et puis communiquer sur ce risque climatique dans notre stratégie ESG. Alors, pour mener cette démarche, cette analyse, on a choisi le leader en la matière qui est Carbone 4. C'est l'entreprise de Jean-Marc Jancovici, que vous entendez souvent intervenir sur ces enjeux et sujets climatiques, qui a mené cette étude pour identifier, actif par actif, ces risques physiques majeurs et voir comment, à ces différents horizons de temps, notre patrimoine allait réagir. Donc on a étudié 102 sites et au terme de cette première analyse, Carbone 4 a identifié 6 entrepôts sur 102 qui présentaient un risque brut, je parle bien de risque brut, critique, à horizon 2050, donc on ne parle pas de 2035 mais 2050, et les aléas mentionnés, retrait-gonflement des argiles, inondation par ruissellement ou remontée des nappes ou débordement de rivières. Donc ça c'est un risque brut. Et ensuite on a fait une analyse approfondie actif par actif pour voir, en fonction des configurations et situations locales, mais également de toutes les mesures qui ont pu être prises, par exemple la construction de merlons, de fossés, etc., finalement, si ce risque brut était avéré, et donc basculer en risque net. Au terme de cette deuxième phase, 5 sites ont été sortis du risque critique, et seul un site aujourd'hui nécessite une étude complémentaire d'évaluation des risques et la réalisation d'un plan d'urgence. C'est une étude assez modeste, mais qui va permettre de vérifier que notre vision des choses, parce que nous croyons que toutes les mesures sont d'ores et déjà en place pour limiter et éviter ces risques, que ces risques sont effectivement bien contenus. Alors ce site, il a des merlons, il a des fossés étanches, il a un bassin de rétention très important, il est surélevé de 1,30 m. Voilà, donc a priori, on est assez confiant sur le fait qu'il puisse être également sorti des risques critiques. Ça permet quand même d'apporter aux investisseurs et au marché une information sur la résilience de notre parc. C'était très important de mener cette étude en 2025. Et pour finir, écoutez, après, il faut soumettre cette stratégie et les résultats de nos stratégies à un jugement d'un tiers. Et donc, aujourd'hui, Argan est noté par 4 agences de rating ESG. La nouveauté pour cette année, c'est le GRESB qui nous a noté pour la première fois et on a démarré sur un niveau très élevé puisqu'on a démarré avec une note de 83 sur 100. Les autres agences de notation ont augmenté, ont amélioré la note ESG d'Argan. Donc, Sustainalytics, nous sommes au risque faible et la note a été abaissée 16,1. EcoVadis, nous faisons partie du top 15% des meilleures notations avec une médaille d'argent et une note en progrès également. Et enfin, Etifinance, médaille d'or avec une note qui s'est améliorée passant de 75 sur 100 à 83 sur 100 en 2025. Tout ça pour vous dire que cette stratégie, nous continuons de la déployer. Nous sommes sortis de la CSRD, mais nous continuons de nous investir sur ces sujets. Alors, on a parlé de verdissement, mais bien sûr, on travaille également sur les lettres S, donc social, sociétal et gouvernance, pour continuer à améliorer nos process et en espérant que ces efforts soient récompensés par de nouvelles bonifications sur nos notes 2026. Merci à tous pour votre attention et je pense qu'on va passer aux questions-réponses. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Florent Larjoubert d'Odo BHF. J'aurais 3 questions à vous poser, peut-être que je peux vous les poser une par une. La première question, c'est plus sur vos développements, investissements, alors plus à partir de 2027. Ce que vous avez pu montrer dans la présentation, c'est que j'ai l'impression que vos réserves foncières ont augmenté significativement sur l'année 2025. Qu'est-ce qu'on doit attendre en termes d'investissement, de volume d'investissement, notamment sur 2027 et après? Oui, donc effectivement, donc concernant
notre réserve, nos réserves foncières. Donc effectivement, on a communiqué sur 750 000 mètres carrés constructibles de réserves foncières. Donc ça se décompose en terrain pour faire des nouveaux développements et ça inclut également les capacités d'extension. Donc nous avons des réserves foncières qui vont nous permettre de capter des nouveaux développements clés en main locatifs pour des nouveaux clients. Et notre objectif pour 2027, c'est de réaliser 150 millions d'investissements environ. Alors donc on va faire le plus possible de développement clé en main locatif et un petit peu comme nous le faisons en 2026, nous compléterons sur des acquisitions ciblées avec de beaux locataires qui en valent la peine. D'accord, merci beaucoup. Une deuxième question sur le refinancement, parce que donc, vous avez effectivement une échéance obligataire significative sur 2026. Vous avez pris une hypothèse dans vos slides d'un refinancement à 3,5%. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de couleur sur le niveau de confiance que vous pouvez avoir sur ce niveau de refinancement à 3,5% et peut-être nous donner une fourchette sur laquelle vous travaillez aujourd'hui? D'un point de vue confiance, je dirais qu'on est relativement confiant. On n'a pas de raison d'être pessimiste. Francis est très optimiste. Je dois d'ailleurs par moment le tempérer. Hein. C'est pas ce qui me caractérise le plus. Non, mais on est relativement confiant sur le niveau de 3,5. Quand on regarde les émissions qui sortent aujourd'hui, on est un peu près dans ces eaux-là. Alors après, on pourra toujours ajuster éventuellement la durée de l'émission pour rentrer dans les clous de 3,5. Et puis, comme je le disais, on a aujourd'hui le bridge qui est signé et qui nous couvre pour jusqu'en novembre 27. Donc on n'a pas obligation à aller coûte que coûte sur le marché et on pourrait très bien attendre de façon raisonnée que le marché se stabilise. Donc on n'est pas pessimiste. Une chose est certaine, c'est que nous jouerons la sécurité. Autrement dit, nous n'avons pas l'intention donc de prendre de risques et donc dès le premier semestre 26, donc on a précisé avril à octobre, mais dès qu'il y aura une fenêtre de tir favorable, on émettra. On ne peut pas prendre de risques sur ce sujet-là. Et par rapport à la première question, donc là-haut, on trace un petit peu la trajectoire donc de croissance. En 2027, donc Ronan évoque 150 millions. Bon, pour le moment, donc elles ne sont pas encore en portefeuille, mais nous sommes seulement au 1er janvier, enfin, ou en tout cas au 22 janvier, 22 janvier seulement. Et donc c'est un objectif probablement optimiste, mais on travaille pour cela. Et nous avons déjà d'ailleurs dans le pipe des contrats. D'accord, merci. Et peut-être une dernière question, juste une confirmation. Donc, vous avez confirmé que là, tout le dividende serait payé en numéraire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de paiement de dividende en titre et donc pas de risque d'effet de dilution sur le résultat net récurrent par action. C'est bien ça, hein? Effectivement, c'est tout de même opportun pour les investisseurs que donc de prendre du numéraire et d'acheter de l'action. Hein, c'est pas interdit, c'est même conseillé. Bonsoir, Stéphane Afonso de chez Jefferies. Merci pour cette présentation. Donc, j'ai tout d'abord une première question sur la stratégie de rotation d'actifs. Sur les acquisitions, est-ce que vous contemplez d'autres actifs? Est-ce qu'on s'attendra plus pour 2026? En fait, on a donc un programme d'investissement de 165 millions pour l'année 2026. Et voilà, donc il n'est pas exclu qu'en termes de timing, on fasse encore une acquisition cette année, mais ça sera à comptabiliser dans les 150 millions qu'on vise en 2027. De toute façon, maintenant, le temps qu'on fasse une acquisition, ça sera au deuxième semestre, voire en fin d'année. Donc on sera quasiment arrivé en 2027. Et sur les cessions, vu que le risque sur la refacturation de la taxe foncière est derrière nous, en tout cas du moins pour cette année, à quoi on peut s'attendre en termes de cession, portefeuille Carat? On n'a pas programmé de cession en 2026.
Et concernant Carrefour, quand est-ce qu'est le prochain renouvellement? Donc on a eu quasiment la totalité des baux Carrefour qui ont été renouvelés sur l'année 2025, 2024-2025. Il en reste 2 qui doivent être renouvelés en cours d'année 2026. Et aujourd'hui, il s'établit à combien le potentiel de réversion sur ce portefeuille? Oui, enfin, encore faut-il que les échéances permettent d'exercer cette réversion. Mais potentiellement, et là effectivement, il y a un stock de réversion très important. Je reviens sur votre première question, c'est-à-dire qu'en principe, notre technique d'acquisition nous conduit à nous positionner auprès des promoteurs tout à fait en amont, avant même que le programme ne soit construit. De telle sorte à acquérir, à cibler donc des actifs neufs avec donc des durées de baux totales, c'est-à-dire 9 ans, voire davantage. Ce qui veut dire quand même que maintenant, les acquisitions qu'on est susceptible de faire en 26, c'est plutôt pour 27, comme le disait Ronan. Ça ne va pas affecter les 165 millions dont nous parlions, puisque ces 165 millions avaient été effectivement construits en 2025. Pas de surprise de ce point de vue-là. Et pour revenir sur la réversion, sur le reste du portefeuille, on est à combien? La moyenne au global, c'est 4%. Mais donc, si on considère qu'on est à 20% sur le Carrefour, il n'y a pratiquement aucune réversion positive sur le reste du portefeuille hors Carrefour. Et la réversion, elle est calculée avec les mesures d'accompagnement ou sans? C'est un loyer marché. Le loyer marché comparé au loyer réel. Donc, loyer marché, c'est un loyer, oui, plus ou moins économique. Ouais. Et vous avez mentionné, en tout cas Stéphane Cassagne mentionné des mesures d'accompagnement plus fortes en augmentation. En fait, ça représente quoi en fait? On est quoi, 5%, 10%? Ça représente, pour schématiser, sur ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, en particulier sur le marché francilien, ça représente 1 année et demie, 1 mois et demi de loyer par année d'engagement, soit entre 4 mois et demi sur un engagement de ferme de 3 ans. Et ça c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on observe. Et c'était à combien il y a 1 an, par exemple? On était probablement en dessous d'1 mois par année d'engagement. Ok, merci. Oui, bonjour, Benoît Forgeresson. J'aurais 2 questions. La première, c'est sur le marché, c'est-à-dire qu'on voit quand même ce taux de vacances qui a progressé au fil du temps. Et je voudrais savoir quelle est votre anticipation sur ce niveau, puisqu'on peut s'approcher d'un niveau où le poids des locataires dans la négociation est plus facile, et c'est ce que traduisent ces mesures de franchise. Et donc, je voulais savoir quelle est votre perception, notamment au regard de votre patrimoine, par exemple. Est-ce que vous avez connaissance d'une vacance interne dans vos entrepôts, c'est-à-dire que vos clients sont suréquipés, ou au contraire, est-ce qu'ils sont sous-équipés parce qu'ils sont en attente? Ce serait ma première question. Et ma deuxième question, c'est illustré par cet entrepôt près de Saint-Étienne avec la construction de chambres froides. Sur le réchauffement climatique et votre grosse part de distribution alimentaire, il va falloir probablement augmenter la part de ce qui est sous température dirigée dans les décennies à venir. Et je voulais savoir, qu'est-ce que ça aurait comme impact pour vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui financez les travaux? Est-ce que c'est techniquement possible partout? Est-ce que ça réduit les surfaces locatives dans des proportions problématiques? Et est-ce que vous pouvez nous l'illustrer justement avec ce cas précis? Parce que quel taux de cap est-ce qu'on applique à une construction de chambre froide dans un entrepôt existant? Alors pour répondre à la première question, d'abord on sait ce qui se passe dans nos entrepôts parce qu'on y va. Donc on voit le niveau, on voit le taux de remplissage, on voit éventuellement des surfaces qui peuvent être vides. On interagit avec nos locataires pour comprendre quelle est la dynamique de remplissage et on anticipe. Donc autrement dit, on a un cas très récent où on s'est rendu compte que le locataire ne partait pas dans la bonne direction. On lui a tout simplement proposé de quitter les lieux et on l'a remplacé par un autre locataire. Donc on est vraiment dans l'anticipation afin d'éviter autant que possible la vacance sur nos sites. Et globalement, les chiffres témoignent de cette action. Pour la seconde question, je passe la parole à Ronan. Oui, donc notre projet de chambre froide donc à Saint-Bonnet-les-Oules, en fait, ce projet résulte de l'expression d'un besoin de la part de notre locataire. Notre locataire, c'est un prestataire logistique, ID Logistique, pour le compte d'un client final, d'un chargeur qui est Intermarché. Et Intermarché, donc dans la grande distribution alimentaire,
il y a 3 types de stockage. Il y a de l'ambiant, il y a du froid positif et il y a du froid négatif. Et là, dans le cas présent, il a un besoin en froid positif. Bon, il a des difficultés à trouver sur le marché un entrepôt en froid positif. Donc, comme on est effectivement très proche de nos clients, on échange avec lui, il exprime ce besoin et tout simplement, donc on réalise, les travaux viennent de démarrer, et on réalise donc les travaux d'aménagement. Donc là, pour faire 15 000 mètres carrés, on investit pas loin d'une dizaine de millions. Et donc, ça consiste à installer dans l'entrepôt une boîte dans la boîte, donc avec des panneaux isothermes, d'investir dans un groupe froid qui va donc générer le froid, tout le circuit de distribution, les évaporateurs dans la chambre froide. Voilà. Et bien évidemment, dans le deal, on met des CAPEX, ça génère des loyers complémentaires. Donc on vérifie que le loyer que le client paye au final, c'est un loyer marché. On est en dessous d'une centaine d'euros, on est à 90-95 euros le mètre carré, qui correspond à un loyer marché. Et on repart pour 9 ans ferme sur la totalité du site. Donc il n'y a pas de baisse de surface. Les surfaces, elles sont ce qu'elles sont, et donc il n'y a aucune surface détruite, donc en termes de surface. Mais ça correspond à un besoin d'exploitation de la part du locataire. Oui, il y avait une autre partie dans la question qui était de savoir s'il y avait lieu de prévoir du CAPEX dans les années à venir compte tenu du réchauffement climatique concernant les entrepôts réfrigérés, c'est-à-dire les frigidaires. Donc, alors, nous avons une certaine expérience donc, de ce type de produit puisque nous avons 13% de nos entrepôts qui sont des frigidaires, donc des entrepôts réfrigérés. Température positive de 8 degrés. Et donc, effectivement, l'effet donc du réchauffement climatique, d'abord, il est quand même à la marge parce que voilà, et ça aurait pour effet effectivement donc ça aurait pour effet donc de provoquer une consommation légèrement supérieure de la part du locataire, mais notre capacité de produire du froid est largement suffisante. Donc, autrement dit, il n'y a pas lieu de prévoir de CAPEX pour renforcer la production de froid. C'était ça la question, je crois. Hein. En fait, c'est plutôt qu'il y a des produits qui aujourd'hui circulent en température ambiante et qui ne pourront plus circuler l'été en température ambiante parce qu'il fera trop chaud. Et donc, il faudra une logistique. Donc, ma question, c'est quelle est l'ampleur du problème et est-ce que ça vous concerne ? Bon, il y a quand même beaucoup de produits qui continueront de circuler en température ambiante. Hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à visiter de temps en temps, et d'ailleurs c'est assez problématique quand on voit le stockage d'eau minérale sur des surfaces d'entrepôts qui ne sont même pas abritées. Ça pose question effectivement. Mais non, je crois que ça aurait un effet. Je ne pense pas qu'il y ait une sensibilité donc de réforme du stockage des produits secs compte tenu du réchauffement climatique. Nous, on n'a pas constaté et personne ne nous en parle d'ailleurs. Non, je ne crois pas, non. D'accord. Sur vos perspectives, votre opinion sur la perspective du marché, c'est-à-dire un risque d'accentuation de la vacance, notamment sur la moitié nord de la France. Quel est votre... Nous avons quand même une bonne vision à 3 ans. Hein. Alors après, il n'y a pas d'assurance de risque. Oui, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, la durée résiduelle moyenne de nos engagements, c'est 5 ans. Donc on a quand même une visibilité moyen terme assez significative. Encore une fois, on est en vigilance. Donc on n'est pas dans l'inquiétude. On n'est pas dans l'inquiétude. Francis a prévu 2% effectivement dans notre plan, dans les projections des années à venir. Bonsoir. Je vais vous reposer la même question que l'an passé sur quel... Vous êtes persévérant. Ah ben il faut. Il y a peut-être des évolutions. Quelle évolution là, des acteurs des plateformes chinoises par rapport aux plateformes américaines? Est-ce que vous voyez des choses différentes par rapport à l'an passé? Ou c'était toujours la même réponse? Alors, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est des acteurs logisticiens chinois qui prennent des positions sur le marché, en effet.
des gens comme JS Logistique, JD.com, Shaokin, qui est des gens qu'on ne voyait pas les années précédentes et qui ont contribué à la demande placée dont on parlait tout à l'heure, en prenant des positions, en particulier en Île-de-France, ce qui tente à montrer que les grands e-commerçants chinois positionnent des stocks en Europe de l'Ouest et en France en particulier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit sur le marché. Alors, on n'a pas, nous, de relation avec ces acteurs-là, mais ces acteurs-là ont pris des positions. Et ils sont dans la même logique que les Américains ou ils ont une approche différente? Je ne sais pas, il faudrait définir la logique des Américains, si vous pouvez préciser. C'est une question ouverte. Non, ce que l'on constate, je ne sais pas bien ce qui est derrière la logique des Américains, comme vous dites. Là, en réalité, on a le sentiment que l'objectif des e-commerçants, c'est de déporter des stocks sur le territoire français afin probablement d'éviter la soumission à tout ce qu'on a entendu en termes de droit à l'importation avec des taxes au colis dont on ne sait pas trop d'ailleurs quand est-ce que ça va s'appliquer. Dans ce cas, je vais préciser, il me semble que des gens comme Amazon ont des plateformes logistiques assez importantes en mètres carrés. Est-ce que vous pensez que les Chinois peuvent aller dans ce style de plateforme où ils testent et puis leur modèle il n'est pas forcément calqué sur le modèle américain? Pour l'instant, ce que l'on constate, c'est des prises à bail sur des surfaces beaucoup plus modestes. Ça sera peut-être une prochaine question l'an passé. On pourra la reconsidérer l'an prochain, en effet. Merci. Si de nouvelles questions apparaissent, nous pourrons les évoquer au cours d'un verre qui va suivre, dont Aymar va vous préciser peut-être l'adresse, parce que je ne connais pas très bien les lieux. Alors l'adresse, c'est à cet étage. Et en sortant, ce sera soit à droite, soit à gauche. Il faudra suivre les flèches. Mais en tout cas, on reste à l'étage. Voilà.